suis ravie de passer cette journée avec vous et je vais vous parler de l'intérêt du contact avec les animaux pour l'éducation. Alors c'est un petit clin d'œil à mon expérience personnelle parce que moi, ils se sont appelés UPSA, comme sur la photo, Moon, Tonka ou encore Joe. Et finalement, tout ce que ces animaux qui ont traversé mon enfance, mon adolescence, et tout ce qu'ils m'ont apporté, je le comprends seulement maintenant, avec mon regard d'adulte, avec mon regard de chercheur. Et je vous propose de faire un petit détour rapide par la littérature scientifique pour voir un petit peu, de manière non exhaustive, ce que les animaux peuvent nous apporter dans notre vie d'enfant, d'adolescent, et de voir plus spécifiquement à quel point ils peuvent avoir un rôle à jouer dans l'éducation. Alors pour commencer, vivre avec un animal, mais tout simplement côtoyer un animal de façon ponctuelle, va avoir des effets sur notre stress. En effet, qu'on soit un enfant, un adolescent, un adulte, va avoir une forme d'effet anxiolytique. Peut-être que vous avez eu déjà l'occasion de caresser un chien et de sentir immédiatement un effet relaxant. En fait, le fait d'être au contact avec cet animal va baisser votre taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, va baisser votre rythme cardiaque, mais aussi, il a été montré que regarder un chien dans les yeux va permettre la sécrétion de l'ocytocine, l'hormone du bonheur, chez vous, mais aussi chez l'animal. Pour simple exemple, une expérience qui a été menée chez des enfants entre 9-10 ans, lors de la lecture à haute voix. On leur proposait de lire face à un adulte et pour un groupe, un chien était présent. Clairement, le groupe d'enfants où le chien était aussi présent voit leur geste de nervosité diminuer, mais aussi leur taux de cortisol salivaire diminuer. Ces effets sur le court terme se retrouvent aussi sur le long terme sur la santé. En effet, grandir et vivre avec un animal peut avoir des effets très intéressants, notamment sur le fait de réduire les risques de temps passé derrière les écrans, de sédentarité, et va amener l'enfant, l'adolescent à avoir plus d'activité physique. Donc on a vraiment un rôle protecteur sur le long terme de vivre et grandir avec ces animaux. De même, ces animaux au quotidien vont avoir des apports sociaux, puisque vivre avec un animal va pouvoir développer des compétences telles que les capacités empathiques, mais aussi des comportements prosociaux qui sont plus importants. Grandir et vivre avec un animal a donc des effets bénéfiques, mais comment ça marche? Alors, je ne vais pas vous faire ça de manière exhaustive, mais je vais juste vous souligner que interagir avec l'animal vous donne des opportunités de tester quels sont les bons comportements et les mauvais comportements. Dans ce jeu de réponse, l'animal vous indique quels sont les bons comportements à adopter lorsqu'on communique avec lui. Et finalement, l'enfant et l'adolescent apprend avec ce contact avec l'animal, à réguler ses comportements, à avoir des interactions socialement plus adaptées. Et par la suite, il va pouvoir le transférer aux autres êtres humains. Bien entendu, ces apports s'étendent aussi à la sphère du bien-être. Nous sommes tous passés, il y a quelques années, par une situation très particulière où nous avons été isolés pendant la pandémie de Covid-19. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'avoir un animal pouvait avoir un effet protecteur contre la dépression, mais aussi contre la solitude. Citons une étude aux États-Unis où les parents expliquaient, 65% des parents expliquaient que les enfants qui avaient un animal de compagnie avaient eu des effets bénéfiques de cette présence animalière pendant cette période d'isolement. C'était une source de distraction, une source de rupture de l'isolement, moins de sentiments de solitude, et puis ça a aussi diminué le stress et l'anxiété de ces enfants. Bien entendu, grandir et vivre avec un animal permet aussi à l'enfant de se décentrer. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Boris Cyrulnik, au fur et à mesure du développement, on apprend à comprendre que l'autre ne pense pas comme nous. Et bien, vivre avec un animal nous aide à cette décentration. On va apprendre à se soucier des besoins d'un autre, un autre différent de nous, et expérimenter une inversion des rôles. Grâce à l'animal au quotidien, le jeune devient la personne qui prend soin d'autrui. Et on peut citer un exemple mené par Christian et ses collaborateurs, où on a proposé à des enfants entre 10 et 12 ans d'aller promener en toute autonomie leur chien.
Et ils gagnent très rapidement, en quelques semaines, des compétences de prise de responsabilité, d'autonomie que n'ont pas les enfants qui ne suivaient pas ce programme. Et enfin, des études en sociologie ont montré que vivre avec un animal pouvait être source d'apprentissage. En fait, les parents s'appuient très souvent sur la présence de l'animal pour initier les enfants au cycle de la vie. Qu'est-ce que c'est la naissance? Qu'est-ce que c'est grandir, devenir un adulte? Qu'est-ce que c'est mourir? Et ça permet aussi aux parents d'aborder des notions autour de la généalogie et du rôle de chacun. Qu'est-ce que c'est être papa? Qu'est-ce que c'est être maman? Qu'est-ce que c'est être un enfant? Mais aussi, qu'est-ce que c'est être dans ce développement et devoir quitter la famille? Donc on voit que l'animal a des appuis multiples tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Et je suis sûre que tous ces éléments que je vous ai donnés font appel à des mots-clés dans votre esprit, des mots-clés qu'on peut tout à fait transmettre dans le monde de l'éducation et plus particulièrement à l'école. Et je vous propose d'aller un petit peu plus loin maintenant en regardant quelles sont les études scientifiques qui ont été faites sur les apports des animaux vivants à l'école, les chiens, les chats, mais pas que, et essayer de voir si nos impressions cliniques sont appuyées par des données scientifiques. Alors l'animal à l'école, il peut prendre des formes multiples. Là, je vous fais quelque chose de non exhaustif, mais on peut avoir l'animal en simple ornement. Moi, je l'ai connu, un poisson rouge dans un bocal, mais ça peut être des animaux de hasard, souvent les chats qui arrivent dans un établissement et qui décident que c'est bien de vivre ici et qui restent. On a aussi ces animaux qui arrivent à l'école par le biais d'un élève. C'est le cas des chiens d'assistance qui accompagnent un élève en difficulté et qui rentrent dans l'école, dans le collège. Mais aussi ces chiens d'assistance qui sont amenés par un personnel éducatif, et on pense notamment aux CARS qui sont remis par l'association Handi-Chiens. On a la présence animalière au quotidien par un des personnels qui amène son chien, mais pourquoi pas aussi un lapin ou des cochons d'Inde. Et puis des choses un peu plus ponctuelles, des projets pédagogiques où il y a des activités de lecture avec un animal, des séances de médiation animale, où carrément on sort les élèves du cadre de l'établissement et on va les emmener par exemple dans des fermes pédagogiques. Alors, bien entendu, la recherche n'a pas encore pu explorer l'ensemble de ce panel de présence animalière à l'école. Et pour l'instant, ça se concentre vraiment sur des aspects médiation animale ou alors présence au quotidien d'un animal dans la classe. Pour ceux qui ne sont pas familiers à ce qu'est la médiation animale, juste une petite définition, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein, mais voyez ça comme une méthode d'intervention sur les bienfaits des animaux et les humains à des fins notamment préventives, éducatives ou thérapeutiques. Alors commençons par la synthèse des apports. Je vais faire ça à l'envers. Regardons toute la littérature et voyons ce que les recherches nous disent. En fait, les apports sont multiples, et aussi bien pour des jeunes au développement typique que des jeunes avec des besoins particuliers. Si on fait une synthèse, voilà à peu près l'ensemble des éléments qui ont été explorés par la recherche. Attention, ce n'est pas parce que ce n'est pas exploré par la recherche que les bénéfices ne sont pas visibles dans certaines classes. Alors, du côté des choses qui sont clairement montrées et reconnues, c'est la réduction du stress, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais aussi un changement dans les dynamiques de classe. La présence d'un animal à l'école va rendre la dynamique de classe beaucoup plus positive. Sur des ateliers de médiation animale, quand on propose aux élèves d'interagir avec notamment un chien, on voit que les compétences motrices et la compréhension des consignes est améliorée. Attention, c'est exercice dépendant. Ça ne marche pas pour l'ensemble des exercices qui ont été testés. Sur les effets socialisation des élèves, on a aussi des preuves, mais elles restent à confirmer sur le long terme, puisqu'à l'heure actuelle, on est plus sur des aspects court terme. Et enfin, les autres aspects, compétences de lecture, concentration, mais aussi développement de l'empathie, on est aux prémices des recherches, c'est-à-dire il y a une ou deux études qui, pour l'instant, ont montré qu'en effet, la présence d'un animal in situ dans la classe à l'année, mais aussi de manière plus ponctuelle de médiation animale, ont des effets positifs. Alors, je vous propose de regarder quelques exemples plus concrets pour que ça vous parle. Si la diapo veut bien passer. Elle fait grève. Non? Ah si, ça marche. Alors, première question, est-ce qu'un chien à l'école peut vraiment réduire le stress?
C'est une expérience menée l'année dernière par une équipe européenne. Ben voilà. C'est par ici. OK, je te vise, Boris. Donc, c'est une équipe européenne qui s'est intéressée à une grosse cohorte d'enfants. Des enfants avec des besoins particuliers d'éducation, mais aussi des enfants tout venant. On leur proposait de participer à un des 3 groupes d'études, soit un programme avec un chien, un programme de relaxation de yoga ou un groupe contrôle sans activité particulière. Ce programme se déroulait sur 4 semaines et on mesurait le cortisol salivaire à différents moments dans la journée et dans les semaines. Les résultats sont assez étonnants. En effet, même si je te vise, les résultats sont assez étonnants, c'est qu'on voit une baisse du cortisol salivaire, c'est-à-dire le stress, particulièrement pour les enfants étant dans le programme incluant le chien. Les programmes de relaxation ont eux aussi un effet, mais qui est moins important. Concernant les chiens, pour améliorer les compétences de lecture. C'est des programmes qui sont très populaires à l'école, mais aujourd'hui, on a des données encore balbutiantes, aux prémices au niveau recherche. On a une étude qui a été faite pour des enfants typiques sur une grosse cohorte à raison d'1 heure par classe pendant 1 an, donc toutes les semaines, et le chien était dans un groupe d'enfants qui lisaient. On a des enfants très jeunes à la maternelle et des enfants un peu plus âgés qui étaient en primaire. Les seuls résultats positifs qu'on note, c'est pour les enfants à la maternelle qui racontaient des histoires sur la base de livres avec des images. Pour des enfants avec diverses difficultés, notamment des difficultés de lecture, un programme un petit peu plus important où on comparait les compétences avant-après sur 2 mois et demi à raison de 20 minutes de lecture par semaine en duo chien-enfant en comparaison avec adultes et peluches. Là, on note que les améliorations sont plutôt dans le groupe où se trouve le chien uniquement. On a d'autres recherches, je suis désolée, sur l'animal en résidence. Alors, ce n'est plus dans le cadre de séances ponctuelles de médiation, mais là, l'animal est dans la classe en permanence. Je vous propose de faire en parallèle 2 expériences, une qui a été menée avec le chien, une menée avec le lapin. Dans l'expérience avec le chien, on comparait 2 classes. Une classe d'enfants sans arrivée d'un chien et une classe où un chien arrivait. Et donc, on faisait des mesures avant-après. On peut le comparer à un projet de 6 mois dans une classe de maternelle où un lapin était là en résidence au quotidien dans la classe, avec plus spécifiquement 2 fois 2 heures par semaine d'interaction avec l'animal. Si on regarde les effets positifs communs entre ces 2 programmes, c'est autour du développement de l'empathie, du développement de l'expression des émotions, mais aussi de l'autonomie. J'aimerais néanmoins faire un petit warning sur cette présence animalière en classe en permanence, puisqu'il faut se poser des questions sur comment j'assure de bonnes conditions de vie des animaux, puisqu'ils sont en permanence dans la classe. Autre élément qui est nécessaire à penser, ça va être les précautions à prendre quand on mène de tels projets. Et ces précautions, on va les décliner sous différents aspects. Tout d'abord, la notion des modalités de séance et l'importance du temps passé ensemble. Pour ça, je vous illustre avec une expérience menée avec un grand groupe d'enfants au contact avec un chien. On proposait différents niveaux d'interaction avec le chien, pas de situation contrôle, mais on évaluait en pré-poste les compétences des fonctions exécutives des enfants. Et on se rend compte que tous les enfants qui participent au programme améliorent leurs compétences de fonctions exécutives. Mais les améliorations sont particulièrement importantes dans le groupe où les enfants interagissent de façon intense avec l'animal. Mais ça pose la question réciproque, s'il y a des effets bénéfiques pour ces enfants, quels sont les effets pour le chien d'avoir des interventions intenses de ce type. Et donc, on va continuer à progresser autour de ces précautions non négligeables quand on mène de tels projets. Et je vais arriver sur la notion de la qualité du lien. La qualité du lien, c'est essentiel puisqu'en effet, on a pu montrer que la simple coprésence d'un animal
pouvait déclencher des bénéfices mineurs ou une absence de bénéfices, mais ce qui comptait vraiment, c'était la qualité du lien et la relation privilégiée qui allait être établie entre l'enfant et l'animal. C'est là qu'on voit les bénéfices les plus variés et les plus importants. Et donc, ça nécessite une réflexion quant aux modalités. Est-ce qu'une simple rencontre avec un animal va pouvoir déclencher les mêmes effets que la présence animalière de façon répétée tout au long d'une année? Je suis désolée. C'est ça le souci quand on se base sur un support. Un blocage. Alors c'est un élément essentiel, hein, mais on va pouvoir y aller. Non. Si quelqu'un a un moyen de débloquer ça, je suis preneuse. Du coup, je vais continuer. Si mes souvenirs sont bons, il y a aussi cette notion autour du toucher et des modalités d'interaction qu'il va falloir encourager. Alors, toucher ou non un animal, ça semble trivial, mais j'aimerais vous apporter l'exemple de 2 expériences en parallèle. Il y a eu un programme de proposer à des enfants avec TSA de lecture avec des chiens. Et par contre, ce programme de lecture était particulier puisque ces enfants n'avaient pas le droit de toucher le chien. Et au bout du programme, on a mesuré les compétences acquises de ces enfants et on se rend compte que les apports sont mineurs et qu'ils ne sont pas durables dans le temps. Une fois le programme fini, les compétences reviennent aux compétences quasiment de base. Si on met ça en parallèle avec une autre expérience menée chez des garçons avec un attachement insécure, certains ont eu l'occasion d'interagir avec un chien, d'autres avec une peluche et d'autres avec un adulte amical. Et on les mettait en situation stressante, c'est-à-dire lecture à haute voix. On se rend compte qu'il y a une baisse du cortisol salivaire qui est énorme avec le chien, donc une diminution du stress. Et paramètre important, plus les enfants caressaient le chien, et moins leur réaction au stress était prononcée. On voit donc bien que l'intérêt du toucher, de la caresse est essentiel pour ancrer les bénéfices. Alors, une question qu'on peut aussi se poser, quel animal je choisis en fonction de l'âge des élèves? Eh bien, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'études à proprement parler sur cette question. Mais on peut quand même s'inspirer de 2 recherches, notamment, qui montrent, chez Nelson et Delutte, que les enfants du même âge, les enfants maternels, ont des comportements différents selon l'espèce qu'ils rencontrent. Ils ne vont pas interagir de la même façon avec un chien, un oiseau ou une mygale. Oui, je sais, c'est original pour le protocole. Et selon leur âge aussi, des enfants qui interagissent avec un chat ne vont pas avoir la même façon de le faire. C'est-à-dire certains vont privilégier le vocal, d'autres vont privilégier le jeu et d'autres la caresse. Donc on voit qu'il y a des ajustements en fonction de l'âge et des espèces. Alors il y a aussi une précaution essentielle qui a été un petit peu un fil conducteur depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut assurer le bien-être des partenaires animaux. En effet, on l'a dit depuis le début de la matinée, les animaux sont des êtres doués de sensibilité, il faut les respecter, et les bénéfices ne sont pas possibles sans prendre en considération l'animal. Un animal qui ne va pas bien ne peut pas faire du bien. Ça a l'air dit un petit peu trivialement, mais c'est une réalité. Et en fait, la présence de l'animal à l'école ne s'improvise pas. Il ne faut pas voir ça comme une baguette magique qui va régler tous les problèmes d'un coup. Il faut vraiment que ça soit un programme qui soit pensé et que l'ensemble des protagonistes soient bien intégrés. Il faut être vigilant au bien-être des animaux avec lesquels on travaille. Et donc, ça veut dire réduire au maximum le stress au quotidien. Et donc, je finirai sur ça. Intégrer l'animal à l'école, certes, c'est une histoire entre les enfants et l'animal, et puis le professionnel, qu'il soit professeur ou intervenant en médiation. Mais tout ça, ça s'inscrit dans un écosystème. Et si chaque partenaire et partie prenante est positive vis-à-vis de ces actions, cela pourra réussir. Mais on ne peut pas se passer que le projet soit pleinement intégré pour que cela soit une réussite. Je remercie l'ensemble de mes collaborateurs et les 2 fondations pour leurs invitations aujourd'hui. Merci.